Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous livrer 5 choses que j'aurais aimé savoir concernant les compulsions alimentaires avant tout mon parcours personnel sur ce sujet-là. Vraiment, c'est des trucs qui m'auraient beaucoup aidé si je les avais su avant, donc je me suis dit que j'allais vous les partager aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, que vous débarquez ici, bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis thérapeute IFS et coach de vie certifié, et ici, j'accompagne principalement du coup des personnes qui ont des problématiques autour de la compulsion alimentaire et du rapport au corps et tout ce qui est conflit avec la nourriture, etc. Donc on aide ici à apaiser, à changer sa relation et son regard sur son corps et sur la nourriture. Donc si c'est des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, je sors ici une vidéo tous les mercredis. J'ai aussi un livre qui s'appelle Maigrir à tout prix, j'avais tout essayé sauf de m'aimer, aux éditions Erol, donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'infos, il est disponible dans toutes les librairies. Et bien sûr, je vous accompagne dans ces sujets-là, j'ai à la fois un programme en ligne si vous voulez le faire en autonomie, sachant que bien sûr il y a une limite à ça. Quand on fait les choses en autonomie, à un moment donné, on a toujours besoin au moins d'aller voir un psychologue ou un thérapeute, donc à vous après de... Enfin, tout ça, je vous l'explique en programme de toute manière, mais voilà, il y a des limites évidemment à faire ce travail en autonomie, mais il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut lever, ne serait-ce qu'avec les contenus gratuits que je vous propose là, donc n'hésitez pas à aller regarder ça, et je peux aussi vous suivre en consultation individuelle, donc pareil, n'hésitez pas à aller regarder la description, toutes les informations s'y trouvent. Pour l'heure, allons-y pour ces 5 choses que j'aurais aimé savoir avant. Donc là, je vais parler que de moi, mais je suis sûre que ça va vous servir à vous aussi. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est que l'envie de manger, en fait, c'est un signal vital. Que ce truc qui est à l'origine de la compulsion, c'est-à-dire cette envie forte de manger qu'on ressent, qui devient avec le temps obsessionnel, on va y venir on va revenir là-dessus, pourquoi, notamment au deuxième point, mais en fait cette sensation-là d'envie de manger, en fait c'est quelque chose de naturel et de normal, et c'est pas quelque chose contre lequel je dois lutter. Ça, j'ai mis hyper longtemps à le comprendre en fait. Je me suis toujours mise en conflit avec cette envie-là, en me disant non, je dois résister à cette envie n'est pas normale, je ne dois pas y céder, il y a moi et il y a l'envie, et vraiment de le refuser comme un signal vital. En fait, la conséquence de ça, c'est que ça devient un combat où en fait, il y a presque un enjeu moral en fait, de genre c'est la compulsion ou moi, c'est l'envie de manger ou c'est moi. Comme si il y avait presque une vertu à résister à l'envie de manger. Là, on est quand même sur un truc qui est totalement culturel et qui est de l'ordre du moral. C'est-à-dire qu'en fait, on inclut la moralité dans un truc qui est biologique. C'est-à-dire que la faim, en fait, elle vient avec le désir de manger, avec l'envie de manger, c'est physiologique, quoi. Il y a des désirs qui sont créés littéralement par des hormones pour qu'on ait le désir de manger. Et en fait, on nous a appris que c'était bien de savoir lutter contre ça, que c'était une vertu. Ça, c'est complètement culturel, en fait. Donc ça, j'aurais bien aimé le savoir. Et donc, du coup, ce qui va avec, c'est que ça ne dit rien de si je suis ou non une bonne personne. Le fait que je suive mes signaux vitaux, ou que je ne suive pas mes signaux vitaux, mais que je lutte contre eux, ne disent rien sur est-ce que je suis une bonne personne ou pas. Autrement dit, est-ce que je sais résister ou pas à du chocolat, ne dit rien de si je suis une bonne personne ou pas. Dit comme ça paraît juste dingue et évident, mais je vous assure que pour moi, il y a 7 ans, ce n'était pas d'une évidence totale. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir bien plus tôt, c'est que la restriction calorique aggrave les problématiques de compulsion alimentaire. En fait, se restreindre, donc résister à ses envies de manger, en fait ça va aggraver le processus qui m'amène à la compulsion. La compulsion c'est quoi ? C'est c'est ce qui découle d'une envie de manger. Cette envie de manger, elle est à la fois émotionnelle et à la fois physiologique. C'est-à-dire que j'ai des hormones qui régulent ma recherche d'aliments, de nourriture, basé sur les signaux vitaux, donc est-ce que j'ai suffisamment mangé de calories ces derniers temps, est-ce que j'ai suffisamment de stock de graisse en moi, est-ce que de toute évidence il y a des famines en ce moment ou pas dans mon environnement. Bref, mon corps régule ça et régule mes envies de manger physiologiques basées sur ça. C'est comme ça aussi que en été j'ai plutôt envie de boire beaucoup et de manger du melon, et qu'en hiver j'ai plutôt envie de me taper des raclettes et des choses bien chaudes qui gardent la chaleur. Même si évidemment il y a aussi une dimension culturelle là-dedans, hein, mais voilà, mais il y a quand même une dimension physiologique. Et il y a à côté de ça les envies de manger qui sont plutôt d'ordre émotionnel, donc qui sont plutôt liées à mon état émotionnel du moment. Est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'ai eu suffisamment de plaisir dans ma journée? Est-ce que j'ai cherché suffisamment de plaisir dans différentes activités? L'alimentation est compris, autrement dit, est-ce que mes repas me plaisent en ce moment? Est-ce que je prends du plaisir? Est-ce que la nourriture est réconfortante et fait son rôle, au-delà du fait de juste me nourrir, est-ce qu'elle fait aussi son rôle de bien-être dans ma vie, quoi. Et donc restreindre mon alimentation, donc limiter le plaisir par exemple, ou restreindre le nombre de calories,
Donc limiter le plaisir en supprimant les aliments que j'aime beaucoup, comme les féculents, les sucres et les gras. C'est généralement moi ce que je faisais quand je faisais des régimes et que je pensais bien faire en faisant de la restriction alimentaire. Ou restreindre juste le bol alimentaire lui-même, c'est-à-dire baisser le nombre de calories et baisser les quantités. En fait, dans les deux cas, j'aggrave la situation parce que j'envoie des signaux à mon cerveau et à mon corps de manière générale, donc à l'ensemble de mon organisme, que je vais manquer. Et du coup, ça aggrave la compulsion. On le sait aujourd'hui que la restriction cognitive, le fait de restreindre son alimentation de manière volontaire en le faisant au mental, en fait, a un effet rebond et provoque d'une reprise de poids rapide qui est d'abord physiologique, mais aussi liée aux compulsions que ça crée. Donc, en gros, si je veux me calmer et m'apaiser au niveau de mes compulsions alimentaires et ne pas être constamment en train de penser à la nourriture, etc. Ma solution, moi à l'époque je pensais que si je perdais du poids et que je le faisais vite, au moins j'allais m'apaiser par rapport à tout ça et que ça allait me calmer. En fait, c'est totalement l'inverse que ça a fait. C'est-à-dire que le fait de restreindre et de limiter mes quantités, limiter mes calories, limiter mes groupes d'aliments a fait exactement l'inverse. Physiologiquement, ça aggrave les compulsions alimentaires. Donc c'est un truc que j'aurais bien aimé savoir. Ça m'aurait peut-être évité quelques années yo-yo. Troisième chose que j'aurais bien aimé savoir, c'est que la culpabilité de manger, en fait, aggrave aussi la situation et aggrave les compulsions alimentaires. Pourquoi ? Eh bien parce que une des raisons pour lesquelles on a des compulsions alimentaires, c'est le fait d'avoir de l'anxiété, d'avoir des émotions dont on ne sait pas quoi faire. Et quand on ne sait pas quoi faire de ces émotions, on va trouver un moyen de les compenser, de s'en divertir. Et ça va dépendre des personnes, mais si vous êtes là, il y a de bonnes chances que la compulsion alimentaire, ce soit un moyen pour vous. Donc le fait de manger, ce soit une forme de distraction par rapport à vos soucis du quotidien. Donc vous rajoutez de la culpabilité de « je suis grosse, j'ai encore mangé n'importe comment cette semaine » ou « ce matin, j'ai pris un petit déj alors que j'avais dit que je le ferais pas, que je ferais un jeûne intermittent ». En se rajoutant cette culpabilité-là, en fait, on fait lever son niveau d'anxiété globale et on va se mettre plus à risque de faire des compulsions alimentaires. Vous allez me dire, oui, mais t'es bien mignonne Esther, comment on fait pour ne pas être anxieux par rapport à ça ou ne pas avoir de culpabilité parce que j'ai pas choisi de me sentir coupable. Donc je suis bien d'accord, le but du jeu c'est certainement pas de résister à la culpabilité en vous culpabilisant de vous culpabiliser. Non, parce que je vous vois venir, je vous connais parce que j'ai été un peu pareil. Non, l'idée ça va être plutôt de faire un travail d'accueil des émotions. Et là, c'est pas une mince affaire, je suis bien d'accord, mais c'est quelque chose que... Ça c'est une des compétences que vous pouvez apprendre dans votre vie, qui pour le coup est vraiment quelque chose qu'on nous a pas inculqué étant enfant dans notre culture à nous, qu'on est peut-être en train d'inculquer aux futurs enfants, et j'espère et je croise les doigts pour que ce soit le cas, mais nous, notre culture, notre génération, nos générations ne l'ont pas appris, mais c'est vraiment une compétence qui va vous servir dans tous les domaines de la vie, et pas uniquement dans votre rapport au corps et à l'alimentation et aux compulsions alimentaires. Le fait d'être en capacité de comprendre ses émotions et de les ressentir et de se réguler du coup, de calmer son système nerveux en étant dans l'accueil par exemple de sa culpabilité d'avoir mangé ce matin, faire cet accueil-là va être beaucoup plus efficace dans le fait de baisser votre anxiété et de vous réguler que de manger en rajoutant de la culpabilité derrière. Vous voyez le truc ? Donc évidemment, je suis pas en train de vous dire, dans la situation où vous avez envie de vous taper un cookie, alors que vous n'avez pas faim, juste parce que vous êtes anxieuse et que vous vous dites foutu pour foutu, autant y aller, autant manger des cookies, je commencerai demain. Je vous dis pas que là, à ce moment-là précis, il va falloir vous faire plutôt une méditation en pleine conscience, parce que je sais ce que c'est, et je sais combien on n'est pas en capacité à ce moment-là de faire ça. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que peut-être en tâche de fond, au-delà des compulsions alimentaires, ça peut être pas mal de développer votre rapport à l'accueil des émotions, peut-être apprendre la méditation, peut-être apprendre la cohérence cardiaque, peut-être commencer à mettre des mots sur vos émotions après coup quand c'est arrivé. Tout ça, c'est des outils qu'on fait ensemble, qu'on fait ensemble en séance individuelle, qu'on fait ensemble en groupe, d'un coup de main. Voilà, c'est des choses qu'on fait ensemble, mais vraiment de décorréler les deux, de pas essayer de remplacer votre compulsion alimentaire par une séance de méditation, ça ne marchera pas. Si vous l'avez déjà essayé, vous savez que ça ne marche pas, ou ça ne marche pas très longtemps. Mais plutôt de développer cette compétence par ailleurs. Donc autrement dit, ce que j'aurais aimé apprendre, et ce que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est que me culpabiliser n'est pas un moteur pour réussir à mettre des choses en place. Me culpabiliser est juste quelque chose qui rajoute de l'anxiété, et qui rajoute à la compulsion, et qui aggrave la situation. Et que à la place, ça aurait été plus intéressant, plus jeune, plus tôt, d'apprendre à reconnaître mes émotions, à les vivre et à les traverser. Grosse compétence, parce que ça vous sert dans plein d'autres domaines. Si vous êtes capable de vivre un inconfort, vous allez voir que ça va vous servir dans le boulot, va vous servir dans les relations familiales, ça va vous servir dans le couple, ça va vous servir évidemment dans votre relation à votre corps. Quatrième chose que j'aurais bien voulu savoir bien plus tôt, c'est que l'hyperphagie, ou la boulimie hyperphagique, en fait, est un trouble du comportement alimentaire.
Ça, j'ai mis très longtemps à mettre les doigts dessus. Hein. Pendant très longtemps, j'étais imprégnée de grossophobie internalisée, sans le faire exprès évidemment, c'est le principe de la grossophobie internalisée. Et donc, je ne mettais pas le mot hyperphagie. J'utilisais plutôt compulsion alimentaire, mais sans réaliser qu'en fait, penser H24 à la nourriture, avoir des compulsions, avoir des moments où on ne peut pas s'empêcher de manger, c'est suivi de culpabilité, de mauvaise estime de soi, etc. En fait, c'est un trouble du comportement alimentaire. Évidemment, la gravité de ce trouble dépend des symptômes que vous avez, de leur durée, etc. Ça, je vous invite à aller voir votre psychiatre pour vous aider à faire un diagnostic, puisque vous avez, c'est des critères qui sont documentés dans le DSM-5. Mais dès lors que vous avez des compulsions alimentaires, c'est le chemin vers éventuellement un trouble du comportement alimentaire type hyperphagie, et surtout c'est une alimentation qui est troublée, c'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qui dépend de vous, c'est une question de santé mentale. Et ça, j'aurais aimé le savoir et le comprendre bien plus tôt, parce que pendant longtemps j'étais dans une forme de déni en me disant non, c'est moi, c'est une question de volonté, c'est moi qui ne suis pas assez, c'est moi qui suis pas capable de discipline, c'est moi qui pars dans tous les sens, c'est moi qui suis mal organisée pour faire ma cuisine, c'est moi qui ai un problème, et pas en fait, je souffre d'un trouble qui est lié à un ensemble de choses, où je suis en chemin de développer ce trouble, parce que peut-être qu'à un moment donné, j'avais juste quelques compulsions par-ci par-là, et on pouvait pas encore parler de troubles du comportement alimentaire à proprement parler, mais on était sur des signaux qui auraient pu m'alarmer si j'avais su que ceci n'est pas à prendre à la légère, et que ce n'est pas juste une question de gourmandise, en fait, et de résistance et de capacité à suivre un régime. Et enfin, 5e chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que en parler, c'est la première étape vers la guérison, vers l'apaisement. En fait, pendant des années et des années, je suis restée silencieuse avec cette problématique-là, parce qu'elle était chargée de honte, parce que culture du viol aussi, mais parce que culture grossophobe, et j'étais habituée à ce que je me dise que si j'avais un surpoids, si j'avais une obésité, si j'avais des compulsions alimentaires, c'était de ma faute, c'était parce que je n'étais pas capable de me restreindre, hein, je vous renvoie au point 1 de cette vidéo, et je n'avais pas conscience qu'en parler, mettre des mots dessus, c'était la première étape vers le fait de guérir de ce trouble. Parce qu'en fait, pour pouvoir résoudre un problème, il faut déjà le comprendre. Et tant qu'on ne parle pas de son expérience, qu'on ne communique pas avec d'autres personnes, qu'on ne comprend pas, qu'on n'est pas tout seul, on croit que c'est un problème qui nous est inhérent en fait, qui est lié à nous, à notre personnalité, intrinsèquement. À partir du moment où on commence à en parler, où on se rend compte qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui se reconnaissent dans notre discours, qu'on peut avoir des amis ou juste rencontrer des personnes qui elles aussi souffrent de ce trouble ou de quelque chose qui s'en rapproche et qui se reconnaissent dans l'expérience de vie, déjà on commence à apaiser, on commence à se réguler collectivement. Et ensuite, le fait de nous raconter notre propre histoire, ça a aussi un effet régulateur, ça a un effet de compréhension. Je comprends mon histoire, je me dis ah tiens, peut-être que être grosse, ça me permet de me protéger contre, je sais pas, la violence sexuelle des hommes par exemple. Ou ah tiens, peut-être que être gros c'est une façon de me démarquer et d'être visible dans l'espace public là où on m'a toujours demandé de m'effacer et de m'écraser. Ou peut-être que être gros c'est une façon d'être solidaire avec le reste de ma famille qui elle aussi est en surpoids et que si je le suis pas, eh ben c'est que ce serait comme les renier ou les pointer du doigt en disant vous n'êtes pas assez puisque vous ne l'avez pas fait alors que moi j'ai pu le faire. En fait, raconter son histoire, s'approprier son histoire, c'est déjà apporter des éléments de compréhension. Évidemment, c'est pas suffisant, parce que ce que je suis en train de vous dire là, finalement, ça s'appelle de la psychanalyse, et la psychanalyse, c'est super, ça permet de se réapproprier son expérience de vie, ça permet de réguler son système nerveux, et de comprendre dans les grandes lignes ce qui nous est arrivé, et donc de mettre du sens, mais ce n'est pas suffisant. Mettre du sens n'est pas suffisant, il faut après trouver les outils, et développer les outils en fonction de qui vous êtes, des problématiques que vous rencontrez, qui vont être adaptées à la guérison. Pour certaines personnes, il y a des enjeux physiologiques, il va falloir aller voir un endocrinologue, il va falloir résoudre des problématiques d'ordre hormonal. Pour certaines autres personnes, il va aussi y avoir un travail psychologique à faire avec des traumas, peut-être faire de la thérapie, des thérapies adaptées qui soignent les traumas, pas juste de la psychanalyse, mais vraiment des thérapies qui sont adaptées à ça. Peut-être pour d'autres personnes, il va falloir du coaching, peut-être qu'il va y avoir un travail de regagner de la confiance en soi et de l'estime après avoir fait toutes ces années de compréhension de soi, en fait on n'arrive pas à se réapproprier les choses et à mettre en pratique dans le monde réel parce qu'on a des habitudes et parce que ça fait peur. Bref, en fonction de qui vous êtes, va falloir faire quelque chose de ça, mais l'étape numéro 1, c'est d'en parler, c'est de sortir de la honte, de sortir de la culpabilité, de se connecter à d'autres personnes et de se réapproprier son histoire pour la comprendre et arrêter de se raconter qu'en fait nous sommes qu'une sous-merde, parce que c'est pas vrai.
Voilà pour les 5 points que j'avais envie de citer aujourd'hui, que j'aurais bien aimé savoir plus tôt et qui m'auraient clairement bien aidé dans le travail que j'ai fait sur les compulsions alimentaires à titre personnel. Et j'espère que vous, ça vous sert aussi d'avoir cette expérience-là. Et puis si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder la description, je peux vous recevoir en consultation individuelle. On fait aussi un travail ensemble en groupe dans Coup de main, où on travaille pas uniquement sur les compulsions alimentaires, parce que vous le savez peut-être et vous le comprenez peut-être en écoutant cette chaîne, mais en fait tous les domaines de vie sont impliqués, parce que si vous avez du stress ou de l'anxiété qui vous pousse à manger davantage, ou un rythme de vie qui est pas adapté à vous, qui fait que vous mangez pas comme vous le voudriez, vous n'arrivez pas à mettre en place des habitudes, etc. En fait c'est sur l'ensemble de votre quotidien qu'on doit travailler en coaching, donc c'est à la fois votre rapport au travail, vos rapports aux autres, la culpabilité, la comparaison, le rapport avec vos proches, votre conjoint, votre conjointe, vos parents. Il y a tout un travail à faire qui ne se cantonne pas à juste ce qu'il y a dans votre assiette et le sport que vous faites dans votre semaine. Donc ce travail-là, on le fait ensemble en groupe. Si ça vous parle de le faire en groupe, n'hésitez pas à aller regarder ce que je vous propose, de regarder le programme, etc., le planning et les appels qu'on fait toutes les semaines. Et si vous êtes plutôt branché individuel, n'hésitez pas à aller regarder ce que je propose aussi en individuel, c'est juste des séances, il y a deux tarifs, le tarif réduit ou le tarif normal. Et il y a aussi un programme en ligne, si vous êtes pour l'instant encore un peu timide ou que c'est encore un peu difficile de venir en parler à quelqu'un ou d'en parler avec un groupe ou même d'en parler avec un thérapeute, n'hésitez pas à aller regarder déjà ce que vous propose le programme ou mon livre, parce que ça va vous aider déjà à mettre un premier pas dans cette démarche-là. Donc voilà, pour l'heure, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de mercredi et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao.